Juillet 1944, Aldershot, Angleterre. L'air estival était épais et chaud à l'intérieur du Red Lion Pub. Les soldats canadiens étaient assis, épaule contre épaule, avec les GI américains autour de tables en bois, usées par des années d'utilisation. Le rire rebondissait sur les murs de pierre, l'odeur de la bière et des cigarettes se mêlait au parfum des pâtés en croûte de la cuisine. À l'extérieur, le soleil du soir projetait de longues ombres sur la rue pavée. Pendant quelques heures précieuses, la guerre semblait lointaine. Des hommes qui avaient vu trop de morts essayaient de se souvenir de ce que c'était que de se sentir vivant, puis la porte s'ouvrit brutalement. 4 policiers militaires américains se précipitèrent à l'intérieur. Leurs casques blancs brillaient sous les lumières tamisées du pub. Leurs brassards blancs se détachaient nettement sur leurs uniformes sombres. Leurs bottes frappaient le sol dur à chaque pas. La salle devint silencieuse. Les conversations s'arrêtèrent au milieu d'une phrase. Quelqu'un posa un verre avec un léger tintement qui semblait fort dans le silence soudain. Les yeux du policier militaire en chef balayèrent à la foule. Ils s'arrêtèrent sur une table près du fond. 3 soldats américains noirs étaient assis là avec 5 troupes canadiennes. Ils partageaient des histoires et des boissons comme n'importe quel groupe d'amis l'aurait fait. Le policier militaire pointa du doigt, sa voix transperça le silence comme un couteau. « Vous 3, dehors maintenant. » Les soldats noirs semblaient confus. L'un d'eux commença à se lever. Un soldat canadien assis à côté de lui posa une main sur son épaule. « Quel est-ce le problème, mon ami ?» demanda le Canadien. Sa voix était calme, mais sa mâchoire était serrée. « Ces hommes ne sont pas censés être ici, » dit le policier militaire. Il s'approcha de la table, sa main reposait sur son bâton. « Nous avons des règles concernant le mélange. Plus de 130 000 soldats américains noirs servaient à l'étranger en 1944. Ils avaient traversé un océan pour combattre le fascisme. Ils travaillaient comme chauffeurs de camions, bataillons portuaires, ingénieurs et unités d'approvisionnement. Ils construisaient les routes et les ponts qui permettaient aux armées de se déplacer. Ils déchargeaient les navires qui gardaient les troupes nourries et armées. Sans eux, l'effort de guerre se serait arrêté, mais l'armée américaine les traitait comme des soldats de 2e classe. Les lois Jim Crow de leur pays les avaient suivis à travers l'Atlantique. Le commandement américain insistait pour que les troupes noires et blanches soient séparées. Ils exigeaient que les hôtes britanniques et canadiens respectent ces règles. La plupart du temps, pour maintenir l'alliance forte, les dirigeants britanniques et canadiens ferment les yeux. Les soldats canadiens à la table ne bougèrent pas. « Ce sont nos camarades », dit un autre Canadien. Son accent était épais, avec les voyelles plates du Manitoba. Ils boivent dans un établissement canadien, sur le sol britannique. « Je me fiche du sol sur lequel nous sommes », dit le policier militaire. Il était maintenant près de la table. Le personnel américain suit les règles américaines. Ces 3-là sont interdits. Une chaise racla le sol. Un grand caporal canadien se leva. Son uniforme montrait l'insigne de l'épaule de la feuille d'érable des ingénieurs royaux canadiens. « Vous ne prenez personne d'ici, » dit-il. Sa voix était ferme. D'autres Canadiens, aux tables voisines, commencèrent à se lever aussi. Le visage du policier militaire devint rouge. « Vous interférez avec les affaires de la police militaire. Écartez-vous ou vous serez signalé. » Pendant des mois, des incidents comme celui-ci s'étaient accumulés en Angleterre. Les policiers militaires américains patrouillaient les villes près de leur base à la recherche de soldats noirs dans les établissements réservés aux Blancs. Ils les traînaient dehors, parfois brutalement. Les propriétaires de pubs britanniques n'aimaient pas cela, mais les officiers américains les pressaient de coopérer. Les gens du coin se plaignaient, mais leur voix n'avait pas beaucoup de poids. La politique officielle du commandement britannique était claire. Ne faites pas de vagues, ne contrariez pas les Américains. L'alliance devait rester forte. Tout le monde était censé se plier pour garder les choses lisses. Mais les Canadiens n'avaient jamais été invités à appliquer ces règles. Et maintenant, face à des policiers militaires, essayant d'enlever leurs amis, quelque chose en eux refusait. Le caporal s'interposa entre les policiers militaires et les soldats noirs. « Vous m'avez mal compris, » dit-il. « Je ne m'écarte pas. » La main du policier militaire en chef se resserra sur son bâton. « Dernier avertissement, bougez ou vous serez bougé. »« Essayez, » dit le caporal tranquillement. Le pub était rempli de troupes canadiennes. Ils regardaient tous maintenant. Certains se levaient,
D'autres changeaient à deux poids, prêts à bouger si nécessaire. Les 3 GI noirs restaient défigés, pris entre vouloir éviter les ennuis et ressentir quelque chose qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps. La protection, quelqu'un disposé à se tenir avec eux au lieu de simplement s'en aller. À l'extérieur, une Jeep arriva rapidement. Le gravier crissa sous ses pneus. Un capitaine canadien en descendit. Il dînait aux messes des officiers quand la nouvelle des ennuis au Red Lion lui parvint. Il poussa la porte du pub et comprit immédiatement la situation. 4 policiers militaires américains face à face avec 2 douzaines de soldats canadiens enrôlés. L'air semblait électrique comme le moment avant que l'éclair ne frappe. « Que se passe-t-il ici » demanda le capitaine. Sa voix portait l'autorité du commandement, mais il dirigea d'abord la question vers ses propres hommes. Le caporal ne quitta pas le policier militaire des yeux. « Ces Américains essaient d'enlever nos amis, monsieur. » Je leur ai dit « Non. » Le capitaine regarda les soldats noirs. Il regarda ses hommes. Il regarda les policiers militaires américains, dont les mains reposaient toujours sur leurs bâtons. Chaque officier de l'armée canadienne connaissait la politique officielle, ne pas interférer avec les affaires internes américaines, garder les choses amicales, mais en se tenant là dans ce pub en regardant la police américaine, essayer d'appliquer la ségrégation dans un espace canadien, quelque chose s'est déclenché dans l'esprit du capitaine. Il pensa à ce que son pays représentait. Il pensa aux hommes sous son commandement qui venaient de risquer leur vie en Normandie en combattant les idées d'Hitler sur la supériorité raciale. Il pensa au bien et au mal. Le capitaine se tourna vers le policier militaire en chef. « C'est un établissement canadien, dit-il lentement. Ces hommes sont les invités de soldats canadiens. Vous n'avez aucune autorité ici. » Ces paroles flottaient dans l'air comme de la fumée. Elles étaient simples, elles étaient directes, et elles remettaient en question tout ce qui concernait la façon dont les choses étaient censées fonctionner. Le visage du policier militaire américain en chef passa du rouge au violet. « Vous faites une grave erreur, capitaine. Mes ordres viennent du commandement américain. Ces hommes ont violé la politique de ségrégation. » Le capitaine canadien croisa les bras. « Vos ordres ne s'appliquent pas ici. Ce pub est sous juridiction canadienne. Ces soldats sont nos invités. C'est tout. » Pendant un long moment, personne ne bougea. La tension s'étira comme un fil sur le point de se casser. Les policiers militaires américains se regardèrent. Ils avaient l'habitude que les gens cèdent. Les propriétaires de pubs britanniques coopéraient généralement. Les officiers britanniques restaient généralement en dehors de cela. Mais ces Canadiens ne bougeaient pas. Le caporal se tenait toujours comme un mur, entre les policiers militaires et les soldats noirs. D'autres Canadiens avaient formé un cercle lâche autour de la table. Leurs visages étaient durs. Le policier militaire en chef pointa son doigt vers le capitaine. « Vous en entendrez parler. Comptez dessus. » Il se tourna sur ses talons et sortit. Ses hommes le suivirent. La porte claqua derrière eux. Le moteur de leur Jeep rugit à l'extérieur. Le gravier s'envola alors qu'il s'éloignait rapidement. Le pub explosa. Les Canadiens acclamèrent. Ils tapotèrent le caporal. Le caporal dans le dos. Quelqu'un acheta une tournée de boissons pour toute la salle. Les 3 GI noirs restèrent d'abord silencieux, semblant abasourdis. L'un d'eux, un soldat de la Géorgie nommé James Mitchell, avait les larmes aux yeux. Il se leva et serra la main du capitaine. Sa voix tremblait quand il parla. « Merci, monsieur. Personne n'a jamais fait quelque chose comme ça pour nous. » Le capitaine secoua la tête. « Vos soldats, comme n'importe lequel d'entre nous, vous méritez de boire en paix. » Il se tourna pour s'adresser à la salle. « Cela s'applique à tout le monde ici. Tout soldat américain est bienvenu dans les établissements canadiens. Je me fiche de leur couleur. C'est clair. » Les Canadiens rugissaient leur accord, mais le capitaine savait que ce n'était pas fini. Il avait raison. 2 jours plus tard, un colonel américain se présenta au quartier général canadien à Aldershot. Il était en colère. Il portait des plaintes formelles du commandement de la police militaire américaine. Les officiers canadiens interféraient avec la discipline américaine. Il a dit qu'il sapait le bon ordre. Il créait des problèmes entre alliés. Le brigadier canadien qui le rencontra l'écouta poliment. Puis il dit quelque chose que l'Américain n'attendait pas. « Colonel, nous respectons l'autorité américaine sur le personnel américain, sur les bases américaines, mais dans les zones contrôlées par le Canada.
La loi canadienne s'applique. Nous ne pratiquons pas la ségrégation au Canada. Nous ne l'appliquerons pas ici. Le visage du colonel américain devint blanc. C'est une question de discipline militaire, pas de politique. Non, dit le brigadier tranquillement. C'est une question de la façon dont nous traitons les soldats qui combattent le même ennemi que nous. Ma réponse est non. Nous ne vous aiderons pas à ségréger les troupes dans nos établissements. Le colonel américain partit furieux. Il alla directement engager le commandement britannique. Sûrement il pressuriserait les Canadiens de coopérer. L'alliance était trop importante pour la risquer sur quelque chose comme cela. Mais quand les généraux britanniques ont soulevé la question auprès de la direction canadienne, ils ont reçu une réponse similaire. Certains officiers britanniques étaient d'accord en privé avec les Canadiens. Ils n'avaient jamais aimé appliquer la ségrégation américaine non plus. Tout cela les mettait mal à l'aise. La nouvelle de l'incident du Red Lion s'est propagée rapidement dans les unités canadiennes. En une semaine, des affrontements similaires se sont produits dans 3 autres villes. À Farnborough, la police militaire canadienne a physiquement bloqué les policiers militaires américains d'entrer dans une salle de danse où des GI noirs dansaient avec des femmes britanniques locales. À Camberley, un adjudant-chef canadien a dit aux policiers militaires américains de laisser ces hommes tranquilles ou de faire face aux conséquences. Dans chaque cas, les Canadiens ont tenu bon. Ils ne laisseraient pas la police américaine enlever les soldats noirs des espaces canadiens. Les commandants canadiens se sont réunis tranquillement et sont arrivés à un accord officieux. Ils ne pouvaient pas changer la politique américaine sur les bases américaines. Ils ne pouvaient pas dire à l'armée américaine comment se gérer, mais ils pouvaient contrôler leurs propres espaces. Les salles de récréation canadiennes, les pubs canadiens, les clubs sociaux canadiens. Ceux-ci seraient ouverts à tous les soldats, indépendamment de la race, pas d'exception. L'ordre s'est propagé dans la chaîne de commandement, bien qu'il n'ait jamais été écrit officiellement. Tout le monde comprenait, le territoire canadien signifiait les règles canadiennes. Pour les soldats américains noirs, cette nouvelle semblait miraculeuse. Le soldat Mitchell et ses amis de cette première nuit au Red Lion ont dit à tout le monde qu'ils connaissaient. Les zones canadiennes étaient sûres. Les soldats canadiens les soutenaient. La nouvelle s'est propagée dans les unités entièrement noires qui travaillaient les lignes d'approvisionnement. Elle s'est transmise entre les chauffeurs lors de longs convois. Les ingénieurs construisant des ponts la partageaient. Les soldats du bataillon portuaire déchargeant les navires la chuchotaient les uns aux autres. En août 1944, un modèle s'était formé. Lors de permissions de fin de semaine, les GI noirs demandaient autour d'eux « Où sont stationnés les Canadiens? Quelle ville avait des unités canadiennes ?» Ils voyageraient des kilomètres supplémentaires pour atteindre ces endroits. Ils savaient qu'ils pouvaient se détendre là, sans regarder par-dessus leurs épaules pour les policiers militaires. Ils pouvaient boire une bière sans crainte. Ils pouvaient parler à des femmes locales sans être traînés. Ils pouvaient se sentir pendant quelques heures comme des soldats ordinaires au lieu de citoyens de 2e classe. Les établissements canadiens étaient bondés les fins de semaine. Le Maple Leaf Club à Aldershot était rempli de soldats de toutes les couleurs. La New Brunswick Social Hall à Farnborough accueillait des danses où les troupes noires et blanches se mélangeaient librement. La police militaire canadienne se tenait aux portes, mais pas pour empêcher quelqu'un d'entrer. Il se tenait là pour empêcher les policiers militaires américains d'entrer. Les policiers militaires américains blancs ont essayé différentes approches. Ils se sont plaints auprès des autorités civiles britanniques. Ils ont menacé les soldats canadiens de créer des incidents internationaux. Ils ont envoyé des rapports dans la chaîne de commandement exigeant une action. Rien n'a fonctionné. Les Canadiens avaient pris leur décision et s'y tenaient. Certains officiers américains ont bouillonné en privé. D'autres ont admiré tranquillement le courage des Canadiens de tenir bon sur les principes. Certains soldats américains blancs ont aussi commencé à remarquer. Ils ont vu les troupes canadiennes traiter les GI noirs comme des égaux. Ils ont vu le respect et l'amitié qui se sont développés. Quelques-uns ont commencé à remettre en question la ségrégation habituelle qu'ils avaient toujours acceptée comme normale. Pas beaucoup, pas assez pour changer les choses, mais des graines de doute ont été plantées. Dans les zones de combat en France, des liens inattendus se sont formés. Les unités canadiennes combattant aux côtés de tous les bataillons de soutien américains noirs ont développé la confiance.
Quand les ingénieurs canadiens avaient un besoin que les fournitures se déplacent rapidement sous le feu, ils savaient que les chauffeurs noirs viendraient. Quand les bataillons portuaires noirs avaient besoin de protection en déchargeant sous attaque aérienne, les troupes canadiennes montaient à la garde. Ils avaient partagé des boissons ensemble. Ils s'étaient tenus ensemble contre l'injustice. Maintenant, ils se tenaient ensemble contre l'ennemi. La solution était simple, mais elle exigeait du courage. Les soldats et officiers canadiens ont choisi d'appliquer leurs propres valeurs dans leurs propres espaces. Ils n'ont pas essayé de changer la politique américaine partout, ils ne pouvaient pas. Mais ils pouvaient contrôler ce qui se passait sur le territoire canadien. Et cela a fait toute la différence pour des milliers de soldats noirs qui ont finalement trouvé des endroits où ils étaient traités avec dignité. En septembre 1944, l'impact était impossible à ignorer. Avant l'intervention canadienne, les GI noirs, dans le sud de l'Angleterre, faisaient face à du harcèlement constant. Les rapports de la police militaire ont montré une moyenne de 47 incidents par semaine, où les soldats noirs ont été enlevés des établissements ou arrêtés pour être dans des zones réservées aux Blancs. Après que les zones canadiennes soient devenues des refuges sûrs, ces chiffres ont chuté de plus de moitié dans les zones avec présence canadienne. Les soldats noirs savaient où ils pouvaient aller sans ennui. Ils ont évité les endroits dangereux et se sont précipités sur le territoire canadien. Le Maple Leaf Club à Aldershot a vu son assistance tripler. Les samedis passoirs, plus de 300 soldats remplissaient la salle. 2 tiers d'entre eux étaient là des Américains noirs. Ils dansaient sur de la musique swing. Ils jouaient aux cartes. Ils riaient sans constamment vérifier la porte pour les casques blancs. Les soldats canadiens qui géraient le club tenaient des registres minutieux. Avant juillet, ils accueillaient en moyenne 90 visiteurs par fin de semaine. En octobre, ce nombre avait bondi à 270. Le changement était dramatique et mesurable. Les civils britanniques ont aussi remarqué. Dans les villes avec des unités canadiennes, les gens locaux ont vu quelque chose d'inhabituel. Des soldats, noirs et blancs, se mélangeant librement. Partageant des tables dans les pubs, marchant dans les rues ensemble, dansant dans les mêmes salles avec des femmes britanniques. De nombreux citoyens britanniques n'avaient jamais aimé les règles de ségrégation de toute façon. Voir les Canadiens refuser de les appliquer leur a donné du courage de parler aussi. Madame Dorothy Williams dirigeait un salon de thé à Farnborough. Elle a écrit dans son journal ce qu'elle a été témoin. Les garçons canadiens traitent les Américains de couleur, comme des frères. Ils se tiennent ensemble à mon comptoir. Ils plaisantent et se taquinent les uns les autres comme de vieux amis. Quand la police américaine a essayé de faire des ennuis la semaine dernière, 3 Canadiens ont bloqué ma porte et ont dit que personne ne dérangeait leurs camarades. J'étais tellement fier que j'ai pleuré. C'est ainsi que les gens décents se comportent, mais le commandement militaire américain n'abandonnait pas. En octobre 1944, une protestation diplomatique formelle a atteint le quartier général militaire canadien par des canaux britanniques officiels. La plainte était dure. Elle accusait les forces canadiennes de saper la discipline militaire américaine. Elle prétendait que l'interférence canadienne endommageait le moral des troupes. Elle suggérait que les actions canadiennes étaient motivées par le désir de faire paraître les Américains mal. Le document exigeait une conformité immédiate avec les politiques de ségrégation américaines dans tous les domaines où les troupes américaines étaient présentes. Le général Andrew McNaughton, commandant des forces canadiennes en Europe, lut la plainte attentivement. C'était un homme pratique qui comprenait la politique. Il savait que l'alliance avec l'Amérique était critique. Le Canada avait besoin du soutien américain pour gagner la guerre. La coopération était importante, mais il connaissait aussi ses soldats. Il avait vu leurs rapports. Il avait entendu leurs raisonnements. Plus important encore, il comprenait ce que le Canada représentait. McNaughton convoqua une réunion avec ses officiers supérieurs. Ils ont discuté de la situation pendant 3 heures. Certains ont plaidé pour un compromis. Peut-être pourraient-ils discrètement décourager la pratique sans la changer officiellement. Peut-être pourraient-ils demander à leurs hommes d'être moins confrontants. Mais d'autres ont riposté. Les soldats canadiens se tenaient debout pour ce qui était juste. Ils ne causaient pas de problème et ils les prévenaient. Ils traitaient à tous les soldats alliés avec dignité. Pourquoi le Canada devrait-il reculer sur cela? En fin de compte, McNaughton a pris sa décision. Il renvoya une réponse soigneusement formulée.
Les forces canadiennes continueraient à fonctionner selon les valeurs canadiennes dans les installations contrôlées par le Canada. Ils respectaient l'autorité américaine sur le personnel américain sur les bases américaines, mais le territoire canadien signifiait les règles canadiennes. La lettre était polie mais ferme. Il n'y aurait pas de conformité avec la ségrégation dans les zones canadiennes. Le commandement américain a essayé une approche différente. Ils ont émis de nouveaux ordres aux unités noires. Certaines villes étaient maintenant interdites, spécifiquement les villes avec de grandes populations canadiennes. Les ordres ne disaient pas directement pourquoi, mais tout le monde savait. Ils essayaient de garder les soldats noirs loin des Canadiens, mais les ordres étaient difficiles à appliquer. Les soldats noirs ont trouvé des moyens de les contourner. Ils obtiendraient des permissions pour les villes voisines, puis voyageraient dans les zones canadiennes de toute façon. Ils visiteraient moins des amis qui avaient tant des raisons légitimes d'être là. Les restrictions étaient pleines de trous. Certains officiers américains n'étaient pas d'accord en privé avec la position de leur propre commandement. Le lieutenant-colonel Marcus Ray, qui commandait un bataillon de quartiers-maîtres noirs, écrivit à sa femme à la maison. Sa lettre a survécu à la guerre. Les Canadiens traitent mes hommes comme des êtres humains. Ils ne voient pas la couleur en premier et les soldats en second. Ils voient les soldats point. Mes hommes travaillent à plus dur et combattent mieux quand ils sont traités avec respect. J'aimerais que notre propre commandement comprenne cela. La comparaison avec la façon dont les Britanniques ont géré la situation était frappante. Les forces britanniques avaient adopté une approche mixte. Certains commandants britanniques soutenaient leurs alliés canadiens. D'autres ont appliqué la ségrégation américaine pour maintenir la paix. Dans les villes où les forces britanniques coopéraient avec les policiers militaires américains, la tension était élevée. Les combats éclatèrent régulièrement. Les soldats noirs se sentaient trahis. Les policiers militaires blancs se sentaient enhardis. L'atmosphère était laide et s'aggravait. Mais dans les zones canadiennes, quelque chose de différent s'est produit. La violence a diminué. La coopération a augmenté. Les rapports de la police militaire canadienne ont montré une baisse de 70% des incidents graves dans leur zone par rapport aux zones britanniques uniquement. Les hommes qui se sentaient respectés se comportaient mieux. Les hommes qui étaient constamment harcelés repoussés. Les statistiques ont prouvé ce que les Canadiens avaient cru tout du long. La dignité prévenait les problèmes plutôt que de les causer. Le contraste vivant s'est joué chaque fin de semaine. À Portsmouth, où le commandement britannique appliquait strictement la ségrégation américaine, la police militaire faisait une moyenne de 12 arrestations par samedi soir. Les combats étaient courants, les biens étaient endommagés. À proximité à Aldershot, où les Canadiens contrôlaient la plupart des installations de récréation, les arrestations en moyenne moins de 3 par fin de semaine. La différence n'était pas parce que différents soldats allaient dans différentes villes. C'était à cause de la façon dont ils étaient traités quand ils y arrivaient. Des conséquences inattendues ont émergé que personne n'avait prédites. Les soldats américains noirs et blancs qui ont passé du temps dans les zones canadiennes ont commencé à se lier d'une manière qui ne s'était pas produite auparavant. Les expériences partagées de l'hospitalité canadienne ont brisé certaines barrières. Les soldats blancs des États du Nord qui se sentaient déjà mal à l'aise avec la ségrégation ont trouvé leurs opinions renforcées. Quelques soldats blancs du Sud ont commencé à remettre en question les croyances avec lesquelles ils avaient grandi. Les chiffres étaient petits, mais l'impact était réel. Les performances au combat ont aussi montré les effets. En octobre 1944, les unités d'ingénierie canadiennes ont travaillé étroitement avec le bataillon de combat d'ingénierie Noir 183e pendant les opérations en Belgique. L'unité noire construisait un pont critique sous le feu d'artillerie allemand constant. Les troupes canadiennes ont fourni la sécurité et ont aidé à la construction. Le pont s'est levé en un temps record, 48 heures au lieu des 72 estimés. Le commandant canadien a félicité le courage et la compétence américains. Il a noté que le respect mutuel construit pendant les heures de loisirs en Angleterre avait créé une confiance qui a porté ses fruits sous le feu. Le lien fonctionnait dans les deux sens. Quand les troupes canadiennes ont eu besoin de ravitaillement urgent transportés en territoire dangereux en novembre, les camionneurs noirs de la 666e compagnie de quartiers-maîtres se sont portés volontaires pour le travail. Ils ont conduit toute la nuit sous la menace d'une embuscade allemande.
Ils se souvenaient des Canadiens qui s'étaient levés pour eux en Angleterre. Ils étaient s'autodisposés à prendre des risques pour des hommes qui leur avaient montré du respect. En décembre 1944, le modèle était entièrement établi. Dans le sud de l'Angleterre, environ 60 installations contrôlées par les Canadiens fonctionnaient comme des espaces intégrés. Plus de 5000 soldats américains noirs visitaient régulièrement ces lieux. Les zones canadiennes étaient devenues des îles d'égalité dans une mer de ségrégation. Le commandement américain avait essayé les protestations, la pression diplomatique et les restrictions. Rien n'a fonctionné, les Canadiens ne bougeraient pas. Et les résultats positifs parlaient d'eux-mêmes. Moins de violence, meilleure morale. Lien plus fort entre les unités qui combattraient bientôt ensemble dans la poussée finale vers l'Allemagne. L'échelle était importante, mais pas écrasante. Les Canadiens n'ont pas changé tout le système. Ils ne pouvaient pas, mais ils ont changé assez pour que cela compte. Ils ont créé des espaces où des milliers de soldats noirs pouvaient se sentir humains à nouveau, où ils pouvaient se reposer sans crainte, où ils pouvaient se souvenir pourquoi ils avaient traversé un océan pour combattre la tyrannie en premier lieu. Quand la guerre s'est terminée en mai 1945, des milliers de soldats américains noirs sont rentrés chez eux. Ils sont revenus dans un pays qui appliquait toujours les lois Jim Crow. Ils avaient combattu le fascisme à l'étranger. Ils avaient risqué leur vie pour la liberté, mais ils ne pouvaient pas boire aux mêmes fontaines que les Américains blancs. Ils ne pouvaient pas s'asseoir à l'avant des autobus. Ils ne pouvaient pas manger dans la plupart des restaurants. Le contraste avec la façon dont les Canadiens les avaient traités était douloureux et aigu. Beaucoup de ces vétérans n'ont jamais oublié ce qui s'était passé en Angleterre. Le soldat de première classe James Mitchell, le soldat de Géorgie qui avait été au Red Lion cette première nuit, a gardé un petit drapeau canadien dans son portefeuille pour le reste de sa vie. Il a raconté à ses enfants et petits-enfants l'histoire du capitaine canadien qui s'était levé pour lui quand personne d'autre ne l'aurait fait, du caporal qui avait refusé de bouger, du sentiment, pour la première fois de sa vie, que quelqu'un le voyait comme un homme d'abord et comme un homme noir en second. Dans les décennies suivant la guerre, certains vétérans noirs ont fait un choix différent. Entre 1945 et 1965, environ 2000 Américains noirs ont immigré au Canada. Tous n'étaient pas d'anciens soldats, mais beaucoup l'étaient. Ils se souvenaient du respect qu'ils avaient reçu. Ils se souvenaient des soldats canadiens, les traitant comme des égaux. Quand ils ont décidé de quitter le Sud-Américain ségrégationniste, ils ont pensé au Canada. Ils ont pensé à un endroit où ils pourraient être jugés sur qui ils étaient, plutôt que sur la couleur de leur peau. Les soldats canadiens qui ont pris position en 1944 n'en parlaient rarement. La plupart ne pensaient pas avoir fait quelque chose de spécial. Quand on leur a demandé des années plus tard, ils ont donné des réponses simples. C'était la bonne chose à faire. Ils étaient des soldats comme nous. Nous ne traitons pas les gens de cette façon au Canada. Ils ne se voyaient, n'est-ce pas, comme des héros. Ils se voyaient comme des gens décents qui refusaient de participer à quelque chose de mal. Le capitaine qui a affronté les policiers militaires américains au Red Lion est retourné à la vie civile après la guerre. Il est devenu professeur d'école en Ontario. Il n'a jamais cherché la reconnaissance pour ce qui s'était passé cette nuit-là. Sa famille n'a appris l'histoire complète qu'après sa mort, en 1982. Parmi ces papiers, ils ont trouvé des lettres de vétérans américains noirs le remerciant. Une lettre arrivait chaque Noël pendant 37 ans de la part de James Mitchell. Le capitaine les avait toutes conservées, mais l'impact de ce que ces Canadiens ont fait a été plus profond que les histoires individuelles. Cela est devenu une partie de la façon dont le Canada se voyait. Dans les années 1950 et 1960, alors que le Canada construisait son identité distincte des États-Unis, les histoires de résistance à la ségrégation américaine sont devenues partie du récit national. Les Canadiens racontaient ces histoires avec une fierté tranquille. Nous avons défendu l'égalité quand d'autres ne l'ont pas fait. Nous avons traité les gens avec dignité, même quand c'était gênant. Nous avons choisi ce qui était juste plutôt que ce qui était facile. Ce n'était pas seulement de la mythification. L'armée canadienne a tiré des leçons réelles de 1944. Après la guerre, les forces canadiennes ont fait de l'intégration une valeur fondamentale.
Quand ils ont construit leur armée permanente, ils ont souligné le traitement égal de tous les soldats indépendamment de leurs antécédents. Cela s'est produit des années avant l'intégration de l'armée américaine en 1948. Les expériences en Angleterre avaient montré aux commandants canadiens que le respect et l'égalité faisaient de meilleurs soldats, pas pire. Ils avaient les données pour le prouver. L'approche qui a commencé dans ces pubs anglais s'est tranquillement transformée en pratique canadienne standard. Dans les années 1960, le Canada acceptait des réfugiés et des immigrants du monde entier. Le pays construisait une réputation de lieu de tolérance et de multiculturalisme. Les graines de cette réputation ont été plantées en partie par des soldats qui ont refusé d'appliquer le racisme en 1944. Ils ont montré que les valeurs canadiennes signifiaient quelque chose de réel, pas seulement des paroles sur papier. La leçon plus large concernait le courage moral dans les petits moments. Les soldats canadiens au Red Lion n'ont pas changé tout le système américain. Ils ne pouvaient pas. Ils n'ont pas mis fin à la ségrégation ou transformé la politique militaire, mais ils ont changé leur coin du monde. Ils ont rendu leurs espaces sûrs. Ils se sont levés quand il aurait été plus facile de détourner le regard. Et cela importait énormément pour les hommes qu'ils protégeaient. L'histoire se concentre souvent sur les grands moments et les chefs célèbres. Nous apprenons les histoires des présidents et des généraux qui ont apporté des changements radicaux. Mais la plupart des progrès se font de manière plus petite. Cela se produit quand les gens ordinaires décident qu'ils ne participeront pas à l'injustice. Quand ils tracent une ligne et disent non. Quand ils risquent des conséquences pour faire ce qui est juste. Les Canadiens en Angleterre en 1944 ont fait exactement cela. Ils n'étaient même pas célèbres. Ils n'ont pas fait de discours ou dirigé de mouvements. Ils ont simplement refusé de coopérer avec le racisme dans leurs propres espaces. Et ce refus s'est propagé de manière qu'ils n'auraient jamais imaginé. L'histoire se connecte directement aux luttes qui continuent aujourd'hui. Le racisme systémique ne s'est pas terminé en 1945 ou 1965 ou même maintenant. La lutte pour l'égalité de traitement et la dignité est en cours. Ce que les soldats canadiens ont démontré compte toujours. Ils ont montré que vous n'avez pas besoin d'un pouvoir parfait pour faire une différence. Vous n'avez pas besoin de tout changer pour changer quelque chose. Vous pouvez contrôler comment vous traitez les gens dans votre propre sphère. Vous pouvez refuser d'appliquer des règles injustes même quand la pression est forte. Ils ont aussi montré à quoi ressemble le véritable allié. Ce n'est pas seulement des paroles de soutien, ce n'est pas seulement se sentir mal à propos de l'injustice, c'est se lever quand cela vous coûte quelque chose, c'est mettre votre corps entre vos amis et ceux qui veulent leur faire du mal, c'est être disposé à faire face aux conséquences. Le caporal canadien qui a bloqué les policiers militaires américains a risqué sa carrière. Le capitaine qui l'a soutenu a risqué des ennuis diplomatiques. Ils l'ont fait quand même parce qu'ils croyaient que traiter les gens avec dignité importait plus que d'éviter les conflits. Les liens formés entre les soldats canadiens et les soldats américains noirs ont prouvé que le respect crée la force. Les unités qui s'entraînaient ensemble et se fréquentaient ensemble combattaient mieux ensemble. La confiance développée hors service a porté ses fruits sous le feu. Ce n'était pas théorique, c'était prouvé au combat en France, en Belgique et en Allemagne. Les ingénieurs canadiens et les camionneurs américains noirs qui avaient partagé des verres à Aldershot ont travaillé ensemble sans faille sous le feu ennemi des mois plus tard. Le respect mutuel a créé une efficacité que les ordres d'en haut ne pouvaient jamais créer. Ce qui rend l'histoire puissante, c'est son humanité. Ce n'étaient pas des saints ou des gens parfaits, c'étaient des soldats ordinaires qui se fatiguaient, avaient la peur et faisaient parfois des erreurs. Mais face à un choix clair entre le bien et le mal, ils ont choisi le bien. Ils n'ont pas trop réfléchi, ils n'ont pas calculé les conséquences politiques. Ils ont vu des amis être maltraités et ils sont intervenus. C'était aussi simple et aussi profond. La vérité philosophique au cœur de cette histoire concerne l'amitié et la loyauté. Les vrais alliés ne se tiennent pas à vos côtés seulement quand c'est pratique. Ils se tiennent à vos côtés quand c'est difficile. Ils définissent votre gouvernement quand votre gouvernement a tort. Ils privilégient aussi votre dignité à la fluidité diplomatique. Les Canadiens ont compris que les soldats américains assis dans leur pub étaient des individus méritant du respect,
pas des symboles d'une politique qu'ils devaient appliquer. En fin de compte, l'histoire nous enseigne que le courage moral ne nécessite pas de formation spéciale ou de bravoure unique. Cela nécessite de décider ce qui compte. Les soldats canadiens ont décidé que la dignité humaine importait plus que d'éviter les ennuis. Ils ont décidé que leur valeur signifiait quelque chose de réel. Ils ont décidé qu'on ne laisse pas les amis être traînés pour aucune autre raison que la haine. Cette décision prise dans un pub en Angleterre il y a 80 ans résonne jusqu'à aujourd'hui. Cela nous rappelle que nous faisons tous face à des moments où nous pouvons choisir d'appliquer l'injustice ou de la résister, où nous pouvons détourner le regard ou avancer, où nous pouvons rester silencieux ou parler. Les Canadiens ont choisi la résistance. Ils ont choisi d'avancer, ils ont choisi de parler, et ce faisant, ils ont montré que les gens ordinaires dans les moments ordinaires peuvent créer un changement extraordinaire, un acte de dignité à la